Charles Aznavour est mort. Le flash avec Christelle Robière. Eh bien, nous allons y revenir durant de longues minutes. Vous restez avec nous, Pascal Praud, bien sûr, les auditeurs aussi. Nous allons lancer une édition spéciale, donc consacrée à la mort de Charles Aznavour. Nous venons tout juste de l'apprendre. Charles Aznavour, c'est quand même 70 ans de chansons, 1200 titres. Sa carrière, Anthony Martin nous la retrace. Jusqu'à l'âge de 33 ans, Charles Aznavour est resté un artiste de l'ombre, auteur de chansons pour Édith Piaf, Juliette Gréco ou Maurice Chevalier, et un duettiste partageant les scènes des cabarets parisiens avec son complice Pierre Roche. C'est sous l'influence de Piaf qu'Aznavour décide dans les années 50 d'interpréter ses propres chansons. Ses 3 premiers albums solo s'appellent d'ailleurs Charles Aznavour chante Charles Aznavour. Alain, quelle stratégie avez-vous utilisée pour agender cette étonnante rencontre? Je crois qu'on y est allé un peu au culot. On pouvait le faire encore, je crois, à cette époque. Avec les potes Étienne Sally et Sylvain Cavard, on lui avait écrit un mot. Je m'en souviens plus très bien comment ça s'est passé. Puis les choses se sont passées tout à fait naturellement. On s'est retrouvés chez lui un beau jour du mois de mars 1992. Voilà, je crois que c'était aussi simple que ça. Recevait-il souvent des journalistes chez lui à Genève? Connaissant l'homme, je suis pas sûr que la maison fût un hall de gare pour médias, où là, son épouse était là et veillait au grain. Puis on représentait pas un grand média parisien, nous étions jeunes, nous étions de Genève, et surtout, on avait convenu avec lui qu'on n'allait pas parler de ces démêlés avec la justice, le fisc, des histoires qui l'empoisonnaient sa vie. Et je pense que la confiance a été établie grâce à ça. Étiez-vous fan de l'artiste? Pas vraiment, néanmoins le personnage m'intéressait, quelques chansons aussi. En fait, je suis comme beaucoup, je reconnaissais le talent et l'immense carrière internationale de l'artiste. Il y avait en lui une force du destin qui m'attirait, un homme que beaucoup décriaient au début, je me souviens, comme sans talent, un physique ingrat, que sais-je, et qui a fait cette magistrale carrière. Finalement, tout ceci n'a pu que susciter mon intérêt en tant que réalisateur, et j'avais envie d'aller sur un autre chemin avec lui, découvrir une autre facette du personnage. Avez-vous dégraissé l'interview native effectuée il y a 30 ans? Oui, c'était beaucoup trop long, rébarbatif. Puis les propos maintes fois entendus sur toutes les chaînes de télé d'alors ne m'intéressaient pas vraiment. Comme je l'ai dit, seul ce qui touchait à son fort intérieur, ses états d'âme, ses positions, la politique, les choses de la vie, bref. Cette sensibilité intrinsèque qui lui était sienne devait passer par la focale de notre caméra. Et puis j'avais 32 ans, il fallait le faire quand même. J'étais un jeune gars et devant ce monstre sacré, autant dire que j'étais pas grand-chose sur le plan professionnel. C'était très impressionnant et c'était quelqu'un qui a su nous mettre très vite à l'aise, et ça, c'est quelque chose, j'en garde un très 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 beau souvenir. Ça n'a pas été évident de reprendre et monter cette interview statique. Nous sommes tombés d'accord de faire finalement une sorte de diaporama audiovisuel, sinon on s'en sortait pas. Comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas faire ce qui avait été fait maintes fois durant toute sa carrière auprès des grandes télés. Nous n'avions pas non plus les moyens concernant l'acquisition d'archives Alina, donc ce projet est une performance avant tout. Il n'est pas destiné au grand public, mais bien à un cercle de personnes qui ont aimé, adulé l'artiste. Il y en a beaucoup aujourd'hui, croyez-moi. Parce que la carrière, c'est à partir du premier jour où on a débuté. Alors c'est 9 ans. On lit dans les bons livres, c'est 9 ans, Charles Aznavour. 9 ans, c'est le bon chiffre. C'est le bon chiffre. Est-ce que vous avez le souvenir de ces moments à 9 ans? Oui, je me souviens parfaitement de mes débuts. C'est normal parce que la première fois qu'on monte sur scène, ça laisse quand même un souvenir marquant. C'était au Vieux Trocadéro. C'était dans le divertissement d'une troupe qui s'appelait la troupe du Petit Monde pour les enfants, et moi je dansais, j'avais un numéro de danse. Voilà, ça c'est le premier début, en 1933. C'est-à-dire, et tout de suite après, c'est même fin 32, et tout de suite après, je jouais une pièce de théâtre au Studio des Champs-Élysées à Paris. La pièce s'appelait Émile et les détectives, c'était une pièce allemande, et célèbre d'ailleurs, à l'époque, et je jouais déjà un rôle à accent. On faisait un métier et on pensait être ou comédien ou un chanteur qui passe en numéro 2 et 3 toute sa vie dans un spectacle, ce qui était tout à fait normal. Aujourd'hui, on ne conçoit pas on se conçoit pas faisant le métier autrement qu'en étant une star. Ce qui est à mon avis dommage, parce que c'est en fait quand on commence petit et quand on gravit les échelons lentement que l'on fait des carrières beaucoup plus solides et qui risquent d'aller beaucoup plus loin.
Il y a les lois qui préservent les enfants. Je ne sais pas pourquoi on protège les enfants. Il faut bien qu'il y ait des enfants acteurs. Il y a des rôles d'enfants acteurs. Qu'on les protège du point de vue pécuniaire parce que il ne faut pas que les parents dépensent tout l'argent. Quoique, s'ils n'ont pas les moyens, il faut bien qu'ils élèvent leur famille. Et si l'enfant peut être une aide pour élever la famille, pourquoi pas? Moi, je l'ai été. Et ça ne m'a pas traumatisé du tout. Mais je trouve qu'on arrive trop vite, trop haut. Ce qui fait que ça fait les frustrer plus tard. Parce qu'ils n'apprennent pas leur métier. Il y en a très peu qui apprennent le métier sur le tard, finalement. Je ne suis pas contre le top 50. Il y a eu le hit parade. C'était quoi? C'était le top 50 avant la lettre. C'est très bien, les disques qui se vendent, bon, autant qu'on le sache. Mais je suis contre le principe parallèle du top 50. C'est-à-dire qu'on ne travaillait plus que pour le top 50. Quand il y avait le hit parade, on était premier, ou deuxième, ou troisième. Mais on avait travaillé pour y arriver. Et on n'avait pas travaillé que pour ça. On avait travaillé en général. Et le résultat des efforts que l'on avait fournis était d'être un numéro 1 ou numéro 2 au hit parade. Aujourd'hui, on ne pense qu'au top 50. Alors, on ne fait pas de tour de chant. La plupart de ces chanteurs ont une chanson. L'envers ne les intéresse pas. Ils n'ont pas d'autre chose. Ils ne peuvent pas faire de tour de chant. Alors, on les présente dans des bals où ils viennent au milieu de 4 danses. Ils présentent leurs disques. Ils chantent la plupart du temps, même en playback. Ça ne fait pas des chanteurs. Péroche, c'est les années alambiques, c'est les années laboratoires, c'est les années où on a commencé à fondre nos idées ensemble. Moi, je faisais que du musette et lui faisait que du jazz. Et pourtant, vous aimiez le jazz vous-même, hein? Vous étiez déjà J'étais pas très... Oui, j'aimais bien, mais je n'étais pas moi-même un adepte du jazz. Et alors, lui m'a initié aux choses rythmées et moi, je l'ai initié aux choses populaires. À l'époque, le jazz n'était pas populaire, il ne faut pas oublier ça. Nous avons débuté ensemble en 1942, nous sommes partis pour le Canada en 1948. 6 ans plus tard, nous nous sommes séparés en 1950. Dans les meilleurs termes du monde d'ailleurs, fort heureusement, il n'y a pas que des duettistes qui se séparent en se tapant sur la figure. Beaucoup de gens rencontraient Piaf. Je ne sais pas, on a le sentiment quand on entend un peu vos contemporains, on a l'impression que peu de Piaf, on entend toujours Piaf, 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 Piaf. Et peut-être oui, mais il y a nombre de gens qui parlent de Piaf et qui ont à peine rencontré quand même. Vous savez, lorsque les gens disparaissent, tout d'un coup, il y a une récupération des gens qui meurent. Je connais plein de... Alors Brassens a été récupéré 150 fois, Brel est récupéré tous les jours, et je suppose que quand je serai mort, on me récupérera aussi. Mais ça n'est pas vrai. Moi, parfois, j'entends des gens à la radio, je me dis, mais je ne les ai jamais rencontrés, ces gens. Comment peuvent-ils avoir autant de mémoire? C'est notre mémoire à nous. Ils s'accaparent notre mémoire et ils en parlent comme s'ils les avaient connus. Alors il y a des articles, il y a des tas de choses. S'ils ont eu le bonheur d'avoir eu une photo quelque part, comme la plupart du temps les gens disent « Est-ce que je peux prendre une photo avec vous ?» On la prend et à partir de ce moment-là, ça devient des experts en Piaf. Ça n'est pas vrai, il y a très peu de gens qui ont connu Piaf. Parce qu'elle a chanté des choses qui ont touché les gens. Aujourd'hui, un monsieur comme Chevalier, qui a été une énorme vedette, c'était une plus grande vedette que Piaf, Chevalier, dans le monde. Il y a eu des films avec Lubitsch, etc. C'est une énorme vedette mondiale. Piaf a été une vedette particulière par rapport à Chevalier. Eh bien, on parle moins de Chevalier que de Piaf parce que Chevalier chantait des choses qui étaient moins proches des gens aujourd'hui. Piaf chantait le drame quotidien. Et c'est ça, je crois. Et puis, il y a le drame personnel de Piaf. La vie d'avant Piaf, la vie d'Édith Gassion. La vie de Piaf, ça a été une vie de succès, finalement. Je parle de la vie de Piaf avant, quand elle n'était qu'Édith Gassion, et qu'elle a été de bordel en rue, puisqu'elle a été élevée un petit peu dans un bordel où sa grand-mère officiait, je crois. Et puis ensuite, elle a rencontré le Play dans la rue. Vous en parliez avec elle, ce moment de vie? Elle m'a raconté beaucoup de choses de sa vie parce qu'on avait beaucoup de points communs et que on aime bien se raconter à quelqu'un qui vous comprend mieux que les autres. Alors, comme je n'ai pas eu d'aventure amoureuse avec Piaf, je ne m'en défends pas. Si je l'avais eu, je le dirais de la même manière. Entre les aventures amoureuses, lorsqu'elle était seule, en fait, elle racontait un peu sa vie. Elle l'a raconté à peu de gens. Je crois qu'elle l'a raconté à Ginou, bien sûr. Simone connaissait parfaitement sa vie. Elle me racontait sa vie à moi. Puis je crois que c'est à peu près tout. Aux autres, elle ne racontait pas sa vie. Y a-t-il un testament d'Édith Piaf? Le testament de Piaf, c'est toutes ces chanteuses.
toutes ces chanteuses qui se prennent pour Piaf. Vous disiez quand vous étiez sur scène, c'est une anecdote qui était dite, je ne sais pas si elle est vraie, quand vous chantiez bien et que tout se passait bien, elle était contente, vous deviez quitter la scène et quand ça n'allait pas, elle vous demandait d'en chanter deux de plus. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. Elle le faisait non seulement pour moi, elle l'a fait aussi pour Micheline Dax. Nous sommes les deux qui avons eu droit à ça. Nous sommes les deux qui pouvons dire merci à Piaf. Justement, elle nous a appris à nous battre dans les plus mauvais moments et à savoir abandonner dans les meilleurs. C'était facile? Ça se passait facilement? Non, ça se passait difficilement. Donc on faisait exprès de chanter un peu moins bien pour se dire qu'on prenait encore des chansons de plus sur la scène? Non. Allons, ça surtout Pas de profit? Non, non, on y pensait même, moi je crois. Alors que c'est vous la avez peur? première Est-ce fois que qu'on vous en avez parle. peur? C'est la première fois que quelqu'un m'en parle. C'est vous qui venez de soulever le problème. Non, je n'y ai jamais pensé. Est-ce qu'elle faisait peur quelque part? Est-ce qu'il y avait un côté un peu matrone comme ça qui... Non, non, on pas devait matrone. Pas filer matrone. droit quelque part? Non, c'est pas matrone, mais elle faisait peur aux gens. Mais moi aussi, je fais peur aux gens. Pourquoi? Je sais pas. Mais il y a des gens qui me disent que je fais peur. On vous connaît, enfin, en tout cas publiquement ou dans le métier, on connaît quand même, vous avez une réputation qui est, Oui, mais qui n'est je- plus à faire, je- on je- connaît je votre fais peur. calme, votre gentillesse. Je fais peur, je suis gentil, oui, mais j'ai un côté un peu froid. C'est vrai que je l'ai. Non mais ça c'est la rigueur, le professionnalisme, c'est le perfectionnisme. Non, Le c'est moi, je suis comme Oh, mais ça. Aznavour est très perfectionniste quand même, je veux dire. En tout cas, Enfin, dans son travail. dans la vie, je suis un être chaleureux, mais d'un abord froid. Je ne suis pas d'un abord chaleureux. Pas exigeant quand Je même. dis bonjour aux gens, je salue les gens, je ne suis jamais de mauvaise humeur face au public, jamais, jamais, jamais. Je me comporte toujours bien, mais j'ai un comportement qui crée une distance. Et Piaf avait ça. Après tant d'années de carrière, est-ce que Charles Aznavour est toujours sûr de lui? Je suis assez sûr de moi, oui. C'est Je la suis- carrière qui fait ça ou bien c'est l'homme Non, plutôt? c'est pas la carrière, c'est le public. Je suis assez sûr de moi parce que je suis sûr du public. Je suis sûr du public que je rencontre. Je suis sûr des enfants du public qui viennent me voir. Très important, parce que quand on débute, on a un trac énorme parce qu'en fait, on est un inconnu face à une masse d'inconnus. Mais lorsqu'on a fait une carrière, déjà, on est une personne connue et aimée face à une masse d'amour. Ça fait une énorme différence. J'ai eu 20 ans de mauvaises critiques. 20 ans de mauvaises critiques. En tout cas, quand elle n'était pas tout à fait mauvaise, il y avait toujours un mais quelque part. Et puis, depuis quelques années, je n'ai que des bonnes critiques. Et cette année, pour la première fois, les critiques n'ont pas seulement vu Charles Aznavour sur la scène, ils n'ont pas seulement entendu la voix d'Aznavour, ils ont écouté le texte des chansons d'Aznavour. Et j'ai eu une critique d'auteur, pour une fois, et pour la première fois, et pour mon plus grand plaisir. C'est la première fois que j'ai eu une critique d'auteur à la place d'une critique de chanteur. C'est une consécration, une nouvelle consécration? C'est une reconnaissance, en tout cas. Je ne sais pas si c'est une consécration, mais c'est une reconnaissance. Là, j'ai une amie qui vient de m'envoyer un petit article dans un journal corporatif où c'est encore, on parle encore des textes. Parce que du chanteur, bon, on a tout dit du chanteur, que j'avais une mauvaise voix, que j'avais pas un bon physique, que j'étais pas beau, que on a tout raconté. Ça n'était pas important. Ce que j'attendais depuis des années, c'était qu'on dise bon, bah, il n'a pas une bonne voix, bon, bah, il n'a pas un bon physique, il n'a pas une physique de vedette, il n'a pas ceci, il n'a pas cela, mais les chansons sont belles. C'est ce que j'attendais. Enfin, je l'ai eu. Et en l'ayant, j'ai tout eu en même temps. On m'a trouvé beau. Tout arrive. Hein. Charles n'aime pas la flatterie, ça c'est clair. Je m'en fous des flatteries. Je veux que la vérité. Et Dieu merci, je suis entouré de gens qui me disent la vérité. Vous avez une pièce où vous mettez tous vos trophées. Oui, On- c'est exact, le grenier. Où personne ne va. Ils sont tous là entassés, il y a des disques d'or, des trophées, des petites statuettes, tout est dans le grenier. J'ai besoin rien de tout ça. J'ai pas besoin de les voir. Écoutez, d'ailleurs, j'ai pris une décision ces derniers temps. Les gens, ça leur fait plaisir d'avoir des disques d'or. J'ai fait cadeau des disques d'or. Je m'en suis libéré. Je ne dirais pas débarrassé, mais libéré. J'ai donné pendant des années, on les dit, j'ai un disque d'or, mais j'en ai 40 de disques d'or. Alors au bout d'un moment, j'en ai donné, j'en ai à des œuvres qui les vendent au profit d'eux, etc., etc. J'en ai donné à des amis pour lesquels j'ai beaucoup d'amitié qui aimeraient avoir quelque chose de moi sur leur mur, mais je me suis débarrassé de tout ça parce que finalement, que restera-t-il d'Aznavour? Il restera quelques chansons. Très peu dans la masse de chansons que j'ai écrites. Je suis dans ce bureau à peu près toute la journée, mais à partir de 7 heures,
je suis devant mon poste de télévision où je suis l'actualité. Hein. Il y a le 19-20 heures, puis après il y a 20 heures à 20h30, etc. Puis sur la Suisse, il y a temps présent, sur la France, il y a envoyé spécial, et puis il y a, 50 de la une. il y a des tas de choses comme ça. Bon, voilà ce qui m'intéresse, moi. L'information. L'information m'intéresse. Si vous voulez, j'aurais été, si j'avais pas été auteur de chansons, j'aurais été plus facilement un journaliste qu'autre chose. Parce que ça m'intéresse. Parce que j'aime mettre le doigt sur quelque chose d'important. Et condamner. Condamner, non pas moi condamner, mais c'est-à-dire que parler du problème d'une telle manière que le public va condamner. Ce qui est important, c'est que le public condamne. Parce que si moi qui condamne, je suis seul à condamner. Si le public condamne, c'est-à-dire que des milliers, des millions de gens vont écouter une chanson et vont tout d'un coup s'insurger, se dire comment c'est pas possible, c'est vrai que ça existe. Ils le voient tous les jours, mais une chanson, ça s'imprime dans l'esprit. J'ai écrit beaucoup sur des problèmes de société. J'ai écrit d'abord sur l'homosexualité. Bon. On allait y venir, mais allons-y. Pourquoi j'ai écrit sur l'homosexualité? Parce que vraiment, moi, je ne suis pas homosexuel. Et mes enfants ne le sont pas. J'aurais pas voulu que mes enfants le soient. Pourquoi? Parce que je vais être grand-père. C'est un côté un petit peu égoïste. Que si mes garçons l'étaient, je pourrais pas être grand-père. C'est un petit peu ça la question. Mais je suis pas du tout contre quelqu'un qui était. Mais ce que je veux pas, c'est que l'on condamne. Vous avez par exemple beaucoup de relations homosexuelles. Oui, mais je veux pas qu'on les condamne. C'est leur vie. Je le dis d'ailleurs à la fin de la chanson. C'est ma propre vie. C'est leur vie à eux. Mon investissement, il est au fil de l'encre. Hein. C'est très important, l'encre. Il y a les gens sur le terrain. Et il y a les gens qui écrivent. Et les gens qui écrivent sont aussi importants, souvent, que les gens sur le terrain. Ce qu'il faut surtout, c'est que les gens qui écrivent, ils fassent bien sentir aux autres que ce sont des gens qu'il faut aider, les drogués. Il ne faut pas les condamner. C'est toujours pareil, moi. Le mot qui revient à mon esprit et qui me revient à la bouche toujours, c'est « il ne faut pas condamner ». Il faut essayer de comprendre, et même si on ne comprend pas, il faut aider. C'est amusant de gagner sa vie quand on est enfant et de ramener sa paye à la maison. C'est une fierté, une question de... Je sais pas, ça donne une certaine maturité, ça vous vieillit un petit peu plus vite. Mes parents étaient les enfants. Alors moi j'ai été adulte très tôt. Vous imaginez des gens tout d'un coup qui viennent, qui sont les artistes, qui n'ont pas pu travailler parce qu'ils ne connaissaient pas, ils ne possédaient pas la langue, et puis tout d'un coup ils voient leur fils avec une affiche énorme, déjà tout près de chez eux, et ensuite quand ils font tout Paris, ils voient les affiches partout. Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Ils disaient rien, mes parents ne disaient rien du tout. Une espèce d'énorme pudeur. Quand ils étaient dans une salle où je chantais, mes parents n'applaudissaient jamais. Pour ne pas que l'on dise, voyez, c'est eux qui font partie des applaudissements. Ils n'applaudissaient pas, ni mon père, ni ma mère, ni ma sœur. Personne dans la salle. Et alors il y a des gens qui sont venus me dire un jour, il y avait 3 personnes à côté de nous qui n'applaudissaient pas. Je dis, c'est ma famille. C'est ça la grande pudeur. C'est ça qui est formidable. Quand je vais voir des amis, j'applaudis normalement, mais je ne fais pas trop de vagues. Je ne veux pas qu'on dise que c'est moi qui entraîne la salle. Je n'ai jamais eu de haine contre les Turcs. Jamais, jamais. J'ai toujours déploré que la nation turque, qui n'a rien à voir avec la nation ottomane de l'époque, ils ne sont plus du tout les mêmes, ils ne sont pas les mêmes gens. La preuve en est, c'est que quand même, ils sont de plus en plus occidentaux. Ils veulent rentrer dans le marché commun. Je pense qu'il devrait y avoir un moyen de trouver une entente entre les deux peuples qui ont indéniablement des affinités. Je pense de toute manière que bientôt, et je le souhaite, l'Arménie et la Turquie échangeront des ambassadeurs. Ça va surtout traumatiser les Arméniens de la diaspora dans le monde. Mais les Arméniens d'Arménie, ils voient les choses tout à fait différemment. Ils sont peut-être un peu plus modernes que nous sur cette question. Et par la suite, quand il y aura une entente, avec la possibilité d'entrer dans le marché commun, je pense que la nation turque aura peut-être un mouvement qui apaisera tous les esprits. Je l'espère, je le souhaite, et parce que moi j'aime bien, j'ai des amis turcs, je ne dis pas j'ai un ami turc, ce qui serait terrible, j'ai des amis turcs, dont un particulièrement proche,
Et nous sommes, je pense, du même avis. On n'en a jamais parlé, mais si on est amis, c'est qu'entre nous, il y a un courant qui passe et un courant de compréhension. Je suis français d'origine arménienne. Je suis quand même quelque part un oriental. Et les Turcs sont les orientaux. Il n'y a que 3% de la Turquie qui est en Europe. Le reste est en Asie mineure. Je suis quand même descendant d'un couple d'Asie mineure. Et j'aime bien l'Orient. Je suis très oriental. D'ailleurs, le côté, les murs préservés, la famille, le côté chaleureux, une fois qu'on a passé la porte, on est bien reçu. Mon pire ennemi, s'il passe la porte, il est bien reçu. Une fois dehors, c'est une autre histoire. C'est comme ça. On m'a toujours appris que quand quelqu'un rentrait chez vous, il était votre invité, quelle que soit sa position, quel que soit le sentiment qu'on a pour ou contre lui. Ce qui me fait peur, c'est que d'un coup, tous ces peuples qui ont faim déferlent, qui pourraient déferler sur les pays où il y a plus. L'abondance. Bon, il n'y aura pas suffisamment d'abondance pour ça. Alors ce qu'il faut les aider. Et les aider au maximum. Il faut leur apprendre les choses. Mais là, je suis en train de dire un lieu commun, bien sûr que tout le monde le sait, c'est comme ça que ça doit être fait. Mais il faut le faire sans arrière-pensée. Mais vous pensez à quel pays précisément ça? Pardon? À quel pays? Pouvez-vous citer un certain nombre de pays? Ben à tous les pays. J'allais justement venir. Il ne faut pas aider simplement les pays qui ont le potentiel de vous le rendre au centuple. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On aide les pays qui ont du pétrole ou qui ont un sous-sol, mais les pays qui n'ont rien, n'ont rien. Parce qu'on attend quelque chose en échange. Mais c'est des pays où il n'y a rien qu'on risque de voir arriver les hordes. Ce n'est pas dans les pays où il y a quelque chose. D'Ukraine, il ne viendra pas de monde ici. Il en viendra des autres pays. On aide quoi? On aide simplement que... Pourquoi on a fait la guerre du Golfe? On l'a faite pour le pétrole, on ne l'a pas faite pour autre chose. Est-ce que la même guerre aurait eu lieu dans le Caucase? Non. À part Bakou peut-être, ou Batoum. Mais le reste, on ne l'aurait pas fait. En Azerbaïdjan, en Arménie, en Géorgie, on n'aurait pas été aider les gens là-bas. On n'aurait pas fait. On a aidé les puits de pétrole. Ou alors, je ne suis pas contre qu'on aide. Je ne veux pas dire par là qu'il ne fallait pas le faire. Ce n'est pas à moi de juger. Mais je veux dire par là que si on le fait là, il faut le faire aussi à côté. On a forcé les Kurdes, on leur a dit qu'il fallait se rebeller. Ils n'ont pas fait d'eux-mêmes. Ils ont été, et puis après on les a laissés tomber. Et puis maintenant, il n'y a que les organisations humanitaires qui les aident un petit peu, dans la mesure de leurs possibilités. Ils n'en ont pas tellement. Mais les autres, c'est fini, ça s'est terminé là. Il y a 200 000 ou 300 000 qui sont en train de pourrir quelque part. Et je vous dis ça, mon cœur saigne pour ça. En fait, c'est un Arménien qui vous le dit, c'est pas le Français là qui vous le dit, c'est l'Arménien. L'Arménien qui vous dira que les hordes kurdes ont massacré les Arméniens peut-être plus que les Turcs. Mais ça n'empêche pas, il y a cela 70 ans, c'est pas parce qu'il y a eu des hordes kurdes qui ont massacré les Arméniens qu'il faut qu'aujourd'hui on laisse massacrer les Kurdes. Au contraire, il faut leur dire, voyez, ce que vous avez fait, on ne va pas vous le faire. Il faut leur apprendre à ne pas recommencer les choses. Parce que s'ils ont faim, s'ils ont besoin de tout, s'ils doivent nourrir leurs enfants, ils ne peuvent faire qu'une chose, c'est recommencer. Israël, je ne peux pas en parler pour une bonne raison que je ne connais pas le problème israélien et je suis très pro-juif. Je le dis, je l'avoue, je l'ai toujours été. Et ce qui fait mal aux juifs me fait de la peine. Mais ceci dit, je ne dirais pas, il faut envoyer promener les Palestiniens, c'est pas vrai. Je voudrais qu'ils arrivent à se mettre d'accord et qu'il se passe quelque chose. Mais au départ, je suis pro-juif. Ceci dit, il est normal que les Palestiniens un jour aient un pays. C'est tout à fait normal. Il est normal que les Kurdes un jour aient un pays. Ça, c'est tout à fait normal. Mais je ne peux pas discuter de ce problème, qui est un problème que je ne connais pas. Pourquoi je me désintéresse non pas du problème, mais du conflit qui est à l'heure actuelle? Pourquoi? Parce que
que les Juifs ont un pays qu'ils ont voulu avoir depuis des années, ils ont fini par l'avoir. S'ils ne se sont pas mis d'accord avec les Palestiniens, il faut dire aussi que pendant toute une époque, et même encore aujourd'hui, dans certains pays environnants, ce qu'on a cherché, c'est de jeter les Juifs à la mer. C'est là où je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord pour que les deux aient une position normale. Mais quand on dit, les Juifs n'ont jamais dit on va jeter les Palestiniens à la mer. Et les Palestiniens disent, les Palestiniens ou d'autres Arabes disent on va jeter les Juifs à la mer. Là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'on jette les gens à la mer. On ne prend pas des gens en disant on va les jeter à la mer. Ce sont des êtres humains aussi. Alors, ils les ont peut-être forcés, je dis peut-être, ils ont peut-être forcés à devenir ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire durs pour se défendre. Là, je vous dis vraiment ce que je pense. Hein, voyez, Charles, nous sommes là pour pas ça. l'équivoque, là. Hein. Tout à fait, très bien, et je pense que Ceci dit, je dis bien, les Palestiniens devraient avoir un pays, mais est-ce qu'il n'y a qu'en Israël qu'il existe un morceau de Palestine? Est-ce qu'il n'en existe pas aussi en Jordanie? Il y a aussi un morceau de Palestine là-bas. Pourquoi les gens ne s'arrangent pas pour leur donner quelque chose? Le public dans la salle, c'est le public dans la salle. Il y a aussi le public hors de la salle, c'est-à-dire celui qui vient peut-être pas. Alors celui-là, je voudrais faire entendre un peu plus ce que j'ai à dire, mais celui qui est dans la salle, s'il y a un message et qu'il a envie d'entendre un message, il va se prendre le message. Et s'il n'a pas envie d'entendre un message, il va écouter simplement une chanson. Moi, je suis un auteur de chansons et un chanteur de music hall. Je ne vais jamais beaucoup plus loin que ça. Je mets le doigt sur des problèmes, mais je voudrais que les gens réfléchissent. Moi, je donne la graine, et puis ça doit fleurir dans la tête des gens et dans le cœur des gens. Puis il y a une autre chose qui tue le spectacle, c'est-à-dire que toutes ces manifestations que l'on fait dans les rues, et qui sont gratuites, les gens se disent bah, « j'ai passé un bon moment », ils n'ont plus envie d'aller voir des spectacles. La musique dans la rue, pour entendre quoi? Souvent de la cacophonie, parce que les vrais musiciens ne descendent pas dans la rue. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une sorte de ligne de conduite à tenir, il y a une déontologie qui est transgressée par rapport aux artistes justement qui sont dans la rue, etc. Enfin, on ne fait C'est assez dur, ce que vous dites, en on fait. fait pas descendre les autres professions dans la rue pour travailler gratuitement. On ne dit pas aux tailleurs, aux bottiers, aux chemisiers, venez dans la rue, vous allez faire des chemises gratuitement, ça ne se fait pas. Alors, on tue le travail d'un nombre de professionnels. On ne tue pas le travail des vedettes, attention. Nous, on ne tue pas notre travail, parce qu'aucune vedette ne descend dans la rue. Ou sauf quand ils sont assurés qu'il y aura 100 000 personnes sur le parvis et qui viennent chanter une chanson chacun. Ça, c'est une autre histoire. Ça, je ne l'ai jamais fait non plus. Mais je veux dire que là où on enlève du travail, c'est aux autres, c'est aux petits musiciens, c'est aux petits artistes, aux petits chanteurs. Parce que tout le monde se prend pour un chanteur. Chacun vient avec sa petite guitare et chante. On dit ce qu'il peut faire, je le fais aussi. Ça n'est pas vrai, d'ailleurs. On parle toujours des artistes et on ne parle jamais des autres. Des gens qui prennent beaucoup d'argent en ne faisant rien, finalement. Il y a des gens qui ne font rien et qui gagnent beaucoup d'argent, qui font travailler les autres et qui gagnent beaucoup d'argent. Je ne peux pas toujours jeter la pierre aux artistes. L'argent n'est pas tabou pour vous. Non, mais les carrières sont souvent très courtes. Et Vous êtes exceptionnel alors vous-même? Vous vous sentez exceptionnel dans la profession? oui, mais moi, vous savez que moi je fais très attention, je ne travaille pas beaucoup. Hein. Je travaille beaucoup moins qu'on le pense. Je reste souvent chez moi, je voyage souvent, je vais, je viens, je rencontre des peuples que je ne connais pas, je discute avec des gens dans la rue, j'ai la chance de pouvoir parler plusieurs langues, j'arrive à me débrouiller avec les gens, mais je ne travaille, on ne me voit pas faire... Écoutez, la dernière entrée, je l'ai faite il y a 4 ans, hein, et là je viens de faire une entrée, bon. Et puis celle que j'avais faite avant, à Paris, était 7 ans auparavant. C'est-à-dire qu'il y a 11 ans la rentrée, puis 7 ans après, il y a 4 ans, et celle-ci. Vraiment, je ne mets pas la pédale de vitesse. Est-ce que Charles Aznavour a peur un jour qu'éventuellement le public, ça risque pas d'arriver, mais par exemple... Tout risque d'arriver. Tout risque d'arriver. Est-ce que le public un jour vous demande les clés? Oui, mais non, j'ai pas peur. J'ai pas peur parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas, on va pas m'enlever, c'est ce que j'ai fait jusqu'ici. On ne pourra pas effacer ce Donc que c'est j'ai l'acquis. fait. Ça existe. Et puis c'est fini. Je vais avoir 68 ans bientôt. Je pense que si ça s'arrêtait, ça s'arrêterait. Il y a 1000 choses à faire, vous savez. Vous avez vu, j'ai toute une bibliothèque là, j'en ai une ici, j'en ai une en bas.
Et il y a des tas de livres que je n'ai pas encore lus, et des tas de disques que je n'ai pas encore écoutés, il y a des tas de films que je n'ai pas vus, et des tas de gens intéressants dans le monde que je n'ai pas rencontrés. Donc ce serait un arrêt de carrière net? Non, on ne fait pas d'arrêt de carrière net, ça n'existe pas. On ne fait pas les adieux non plus, parce que j'ai tout entendu dire, Aznavour, les adieux. Non, moi je ne fais pas d'adieu. Je n'ai pas dit qu'en arrivant, je n'ai pas fait me voilà, alors je ne vais pas dire au revoir. Non, un jour on disparaît, bon. Mais l'arrêt net, non, il n'y a pas d'arrêt net, parce qu'il y a toujours, on vous appellera toujours quelque part pour quelque chose. Et je le ferai avec plaisir. Donc, mais c'est quelque part quelque chose, c'est des choses peut-être moins importantes que les grandes télévisions, ou les grandes scènes, ou des choses de genre. Si même des grandes télévisions, on m'appellera. Si je disparais un jour de l'actualité immédiate, on m'appellera pour... On fera les années 50, les années 60, les années 70. Et... Pragmatique, ça, Aznavour. Hein? Vous avez tout calculé. Je ne l'ai pas calculé, mais je le pense comme ça. Je vois tout d'un coup que tous ceux qui avaient disparu dans les années 60 reviennent. Ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait plaisir au public. Ça fait plaisir au public qui les a d'abord mis là où ils étaient. Ça fait plaisir aux autres qui ne connaissaient pas et qui apprennent à les connaître. Je ne dis pas qu'on en refait des vedettes du jour au lendemain, mais ils arrivent à faire 1 ou 2 jours à l'Olympia parfaitement bien, plein. Et puis on en reparle un petit peu, puis ils revendent du disque, puis on sort leur disque CD. Et puis voilà, et puis c'est formidable. Est-ce que vous avez peur de la mort? Non, je n'ai plus peur de la mort. Quand je dis plus, ça veut dire que j'ai eu peur de la mort, bien sûr, mais je pense que quand on est jeune, on risque d'avoir peur de la mort à 14, 15, 16, 20 ans. Mais plus des amis disparaissent, plus des proches disparaissent. Moins on a peur de la mort, c'est normal. Parce que ce qui est important pour moi, c'est tout mon environnement. Si cet environnement disparaît, je me sentirais tellement seul que la mort n'a plus d'importance. Est-ce qu'alors il y a une envie de précipiter les choses? Il pourrait y avoir, intellectuellement bien évidemment. Il y a une envie de garder les siens. En gardant les siens, on se garde, on se préserve. Ça sera dur, les conversations plus tard avec des gens qui ne sont non seulement pas de ma génération, mais qui sont très très loin de ma génération. Je n'aime pas voir partir ceux de ma génération. Alors on se prépare à la fin aussi, mais en disant toujours le plus tard possible. Les artistes sont immortels, dans leur tête, dans leur cœur. J'ai un très joli texte de Jacques Plante. J'en ai composé la musique et je l'ai chanté à un moment qui s'appelle « Je fais comme si ». Et ça explique bien ça. Quand je me réveille le matin, il y a des jours où je suis triste et il y a des jours où je pense que je vais vivre 100 ans encore. Je pense qu'on est tous les mêmes. Quand vous apprenez des disparitions d'amis, de copains... Mais même de gens que je ne connais pas du métier, je suis toujours choqué. Et ça devient encore plus dur parce que ce sont des gens de ma famille qui partent, même quand je ne les connais pas du tout. C'est lorsque Piaf est morte et qu'il y a eu l'enterrement, où il y a eu cette espèce de marée humaine, où les gens se sont battus avec des appareils de photo qui voulaient photographier les vedettes qui étaient là. Bon, je suis parti très très fâché. J'ai quitté, j'étais avec Jacqueline François, nous avons quitté l'enterrement avant la mise en terre. Et puis une fois que je suis rentré, je pensais que j'étais stupide, que Piaf aurait aimé ça. C'est tout d'un coup la reconnaissance d'un public. Même s'ils sont avec des appareils de photo, les caméras, ils ont toujours été avec des appareils de photo, ils ont toujours été avec des caméras. Pourquoi pas la dernière fois? Je pense que Piaf aurait été heureuse. Je pense que Montand aurait été heureux de savoir qu'on l'aimait à ce point. Il le savait? Oui, il le savait. On doute toujours. Mais est-ce qu'il le savait autant que ça? On n'en est pas tout à fait sûr. Alors vive les médias. Bien sûr, je sais bien que à partir d'un certain âge, tel magazine a déjà préparé le numéro spécial de la mort de l'un et de l'autre. Mais chacun son métier. Compatible, est-ce que... Écoutez, au début, on prierait pour avoir des photos dans un journal, mais la photo grande comme ça. Puis petit à petit, on est heureux d'avoir des couvertures, puis d'avoir des articles, etc., etc. Il n'y a aucune raison que l'esprit change. Non, j'aurais pas fait un cadeau.
Mais d'un autre côté, je leur ai fait un beau cadeau. Ils ont pu avoir ce qu'il leur fallait. Moi, je n'aurais pas fait un cadeau, mais comme ils ont été élevés de manière à ne pas aller partout en disant je suis le fils ou la fille d'Aznavour, et qu'ils se sont habitués au profil bas, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est si tout d'un coup, ils avaient pensé je suis le fils d'un tel, et puis je vais me conduire comme tel. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas fait, ils le doivent à leur mère surtout, parce que la mère les a tenus avec le profil bas, comme elle-même a tenu le profil bas. C'est important, ça. C'est le côté un petit peu protestant de la chose. Je crois beaucoup à l'influence des religions sur le comportement. Toujours ou maintenant? Ah, toujours. Je ne suis pas protestant, moi. Hein. Ma femme est protestante. Elle a été élevée d'une manière protestante. Mais c'est ce côté-là. Charles Aznavour, la famille Aznavour va à l'église? Non. Nous ne nions rien. Nous ne renions rien. Mais nous n'allons pas à l'église. Et j'ai 2 enfants baptisés sur 4. On a oublié. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est pas les 4 gouttes d'eau sur le front. C'est la mascarade pour vous? Vous avez l'impression que Ah c'est non, un peu non, un non, show? non, 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 moi je suis pour je suis non seulement pour les religions, je suis aussi pour qu'il y en ait plusieurs. Qu'une seule religion, ce serait comme un parti unique. Je suis pour les religions, je suis pour la morale religieuse. Parce que ça vous apprend quelque chose, ça vous laisse des séquelles quelque part. Des mauvaises aussi parfois. Ça dépend comment on s'y est pris pour vous inculquer. Moi j'avais un grand-père qui était trop religieux et il nous a empêchés en fait par la suite d'aller à l'église parce qu'on y allait tellement avec lui qu'on ne voulait plus y aller. C'est une erreur. Par contre moi je suis très laxiste de ce point de vue-là et ma grande fille est devenue religieuse. Elle est très près de la religion. Elle n'a pas été élevée religieusement du tout. Ce qui prouve que ça n'a pas une grande importance. Ça dépend du caractère des enfants. Je vous l'ai dit au départ, les religions, pour moi, c'est très important. La religion islamique est une grande religion. Mais nous sommes des grandes religions, 4 ou 5 grandes religions. Elles devraient s'entendre merveilleusement, parce que de toute manière, hein, il n'y a qu'un Dieu, les autres, c'est des succursales. Et puis, elles ne devraient pas diriger les pays. Ça, c'est mon sentiment personnel. Vous êtes venu suisse? On le devient? Non, je ne suis pas devenu. Non. Mon passeport, non. Je suis resté avec mon passeport français, parce que j'aurais jamais changé de passeport pour une raison simple. Mes parents sont arrivés en France en tant qu'apatrides. Moi, je suis né en France, donc j'ai eu un passeport français. Mes parents ont eu un passeport français plus tard, après la guerre, après que mon père se soit engagé volontaire. Mais ce passeport que j'ai eu, c'était déjà un cadeau. Alors je ne veux pas le changer. Mon cadeau, je me le garde. J'ai quitté la France pour des raisons personnelles, mais mon cadeau, je le garde. Et je reste avec ma langue française, ma culture française et mon passeport français. La France est un pays important. C'est le 4e pays exportateur du monde. Ce petit pays, par rapport aux autres grands pays, c'est un pays important, la France. Alors comme c'est un pays important, il faut que nos hommes politiques semblent être importants, quels qu'ils soient. Qu'ils se conduisent comme ils veulent le conduire, parce que vous prenez l'un, c'est un comique, l'autre c'est un sérieux, l'autre c'est un fantaisiste, et vous avez Charras avec ses bretelles, vous avez Pasqua avec sa verve. Avec ses bretelles. Ils m'amusent tous les deux. Mais ça, c'est leur numéro. C'est à l'intérieur du monde politique, ce n'est pas de l'extérieur. Alors on peut sourire de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, mais je ne veux pas que l'on rie de nos hommes politiques. Ça, c'est tout à fait particulier, et je suis définitif là-dessus. Je parle de la France d'abord. Bien sûr. Et de la Suisse. Mais la Suisse, Qu'est-ce que on vous sait en pas. pensez, ça? Ah, la Suisse, c'est très bien, on ne sait pas. On ne sait pas qui est qui. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous vous savez combien il y a de conseillers fédéraux en Suisse? Non, je ne sais pas. Vous avez quand même quelques noms. Non, non, j'en rencontre, alors ça c'est autre chose. Je ne veux pas faire name dropping. Mais non, mais la Suisse est gérée de telle manière qu'il n'y a pas une personne qui a une tête au-dessus de l'autre, et c'est formidable. C'est un pays qui est géré. Moi, je suis ce Français d'origine arménienne qui veut que ce pays qui est là-bas, qui est le pays de mes ancêtres, soit fort pour lui-même. Je n'y vivrai jamais, ce n'est pas mon pays. On est bien d'accord, ce n'est pas mon pays à moi,
c'est ici, c'est la France, mon pays. Je suis né en France, je suis de culture française, avec des racines arméniennes, et je ne les ai jamais niées. Et s'il n'y avait pas eu le tremblement de terre, il est probable que j'aurais jamais bougé pour l'Arménie. À partir du moment où il y a le tremblement de terre, où ils ont besoin qu'on les aide, je fais ce que je peux. Je trouve que le Suisse est très convivial. Écoutez, il n'y a pas un pays où on prend le petit coup de blanc aussi facilement qu'en Suisse quand même, non? Alors, le verre que l'on offre et le verre que l'on boit en commun, c'est de la chaleur. Et on le boit chez soi. On a des cartes de thé, on a des choses, on le boit chez soi. Donc, c'est-à-dire que on reçoit, on ne boit pas dans le bistrot, au bistrot du coin. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est vous qui avez ce sentiment parce qu'ils sont d'un abord froid. Les Suisses sont d'un abord froid. Mais moi-même, je suis d'un abord froid. Alors on est fait pour On s'entendre. a tellement de peine à y croire quand vous le dites. C'est la deuxième fois que vous nous le dites. Et Ma sœur me le dit. Alors, vous voyez. est-ce que la sœur a toujours raison? Ah oui, oui, ma sœur. Oui. Mon beau-frère et ma sœur sont tellement. Alors, c'est la chaleur même. C'est. Moi, je suis beaucoup plus. Disons que je suis Réservé. peut-être plus. Je sais pas, moi, plus posé. Plus... Je pense à la femme quand j'écris la Marguerite, je pense à la femme. Quand je parle de l'intégrisme, je pense à la femme. Je ne pense pas aux hommes. Les hommes se débrouillent toujours. C'est toujours les femmes qui sont sacrifiées. Et puis j'ai des filles. Alors je suis très près de mes filles. Et je veux qu'elles soient au mieux dans le monde. À juste un tout petit peu d'esclavage, mais un minuscule esclavage. Juste pour ne pas dire les hommes et les femmes c'est exactement la même chose, parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai toujours l'impression qu'elles vont perdre beaucoup. Je crois que la force de la femme, c'est aussi ce faux esclavage qui est leur force. Elle nous dirige un petit peu quand même. On aime bien se faire diriger. J'ai fait une carrière de cinéma par intérim. Alors moi je dis un truc, je ne dois jamais jouer les ténors. Ben non, je ne peux pas jouer ténor. De quoi j'aurais l'air? Sauf si je devais jouer un dictateur. Mais ce ne serait pas un vrai ténor, parce que d'où vient la dictature? Elle vient la plupart du temps de la misère, de la pauvreté. C'est jamais un grand du monde qui est devenu un dictateur, c'est le contraire. Alors là, c'est le seul moment où je peux être un ténor. Vous reconnaissez que vous avez tourné des films qui n'ont pas tous été des chefs-d'œuvre? Oui, comme je ne suis pas le seul, c'est pas grave. Justement. Mais on peut pas... Vous regrettez ou bien vous en foutez? Non, vous en mais rigolez, non, mais vous dites, nul n'est infaillible, C'est bien nul arrivé. n'est infaillible. On se fait avoir pour des tas de raisons, le charme du réalisateur, le charme du sujet et l'incompétence du réalisateur. C'est triché quand même. Et puis des fois aussi, le film qui est excellent et qui ne marche pas. Exemple. Ça arrive. Quel Il y en a. exemple? Il y en a eu. Ah oui, il y en a quand même. Ouais. Bon, quand vous tournez avec Cohen, Manche-Clou, c'est génial. Et c'est ce que je vous dis. Voilà, moi je trouve que c'est un très bon film qui n'a pas marché. Alors là, le réalisateur est bon, les acteurs sont bons, le sujet est formidable. Bon, le rôle que j'ai est une petite merveille. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Alors je n'ai aucun regret. Pourquoi avez-vous mis autant de temps pour diffuser ces images? C'était un deal entre Charles et moi, celui de ne pas montrer ces images avant sa mort. Sur le moment, je n'avais pas bien compris ce choix cruel. À 30 ans, c'est difficile, on est fier de ce que l'on a fait et on avait envie de montrer ce travail. Mais avec les années, je lui en suis reconnaissant. Cette perspective m'enchante puisqu'elle met notre projet à part dans sa biographie. Elle a permis au public maintenant de découvrir une autre facette du personnage, d'autres propos qu'on n'avait peut-être probablement pas l'habitude d'entendre à la télévision, à la radio durant toute cette carrière. Dernière question, Alain. Quel souvenir gardez-vous de l'artiste aujourd'hui? Celui d'un homme qui avait la rage de rester là où il était arrivé, au sommet d'une carrière unique en France. Les années difficiles vécues durant l'enfance dans un Paris loin d'être un long fleuve tranquille l'a marqué à vie, j'en suis convaincu. Cette rage s'est stoppée hélas net au matin du 1er octobre 2018 dans sa résidence de Mouriès, à l'âge respectable de 94 ans. Ce jour-là, vraiment, un immense artiste s'en est allé.